Institut Mines Télécom Business School, Kesako, qu'est-ce que c'est? Alors, Institut Mines Télécom Business School, c'est l'école de management du premier groupe d'écoles d'ingénieurs de France, l'Institut Mines Télécom. Si vous adressez à vos parents, vous leur parlez des écoles des mines, des écoles télécom, c'est quelque chose qu'ils connaîtront. Et en fait, il y a 20 ans, 25 ans maintenant, ces écoles ont fusionné en Institut Mines Télécom. Et parmi toutes ces écoles d'ingénieurs, on a une école de management avec une appétence forcément un petit peu particulière pour les métiers de l'ingénieur. Alors, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet des détails, moi j'ai failli venir sur votre campus, mais j'ai pas pu à cause d'un problème de dernière minute. Mais du coup, je m'étais beaucoup renseigné, j'avais regardé beaucoup de photos, et je crois que votre campus, c'est un peu, on peut le dire, un campus à l'américaine. J'ai un très mauvais accent anglais, on est d'accord, on va parler interculturel avant, et là j'ai un accent horrible. C'est un campus à l'américaine, racontez-moi un Mais petit si peu. vous voulez un bon accent, vous adressez à mes étudiants. Ils ont des cours en anglais, ils ont des voilà. cours, ils vont partir à l'international, donc ils savent. Mais vous savez que j'ai vécu aux États-Unis, c'est ça qui est En plus. terrible en plus. Hein. Donc effectivement, c'est un campus à l'américaine. Un campus à l'américaine, c'est quoi? C'est 6 hectares où on vit, on habite et puis on étudie. Donc on vit, on habite, on étudie. Bah oui, vous êtes. L'objectif, c'est quand même d'être étudiant, donc d'avoir un environnement de cours, des salles de cours, et puis de travailler bien évidemment avec tout ce qui va avec. Un Fab Lab, un incubateur, une médiathèque, des salles de cours, des amphis, tout ce qui va avec. Et puis, sur 6 hectares, on a également les logements des étudiants, avec plus de 800 logements, et toute une vie en fait dédiée pour nos plus de 60 associations, gymnase, salle de muscu, terrain de beach volley, tout ça dans un environnement en fait qui est extrêmement sécurisé et qui permet finalement d'aller en cours chez soi, à la salle de sport et de développer en fait un relationnel avec ses camarades de promo et des autres étudiants assez particuliers parce qu'en fait tout le monde vit ensemble. Et ces 6 hectares sont partagés sur, vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, sur 2 écoles. Institut Mines Télécom Business School et l'autre école qui partage notre campus qui est Télécom Sud Paris, donc une école d'ingénieurs de l'Institut Mines Télécom. Et ça fait en fait un dynamisme, une synergie qui est très particulière puisque toute la vie en fait se passe entre les étudiants du bachelor, les étudiants du programme Grande École, les étudiants ingénieurs et ça permet en fait de mettre en place en fait toute une vie et tout un relationnel et toute une capacité à communiquer avec l'autre qui va au-delà de sa promotion. Alors, bon là déjà, moi rien que d'entendre le descriptif du campus, ça me donnerait presque envie de m'inscrire. Mais au-delà du campus, il y a bien sûr les cours. Concrètement, on se projette, on est en septembre. Qu'est-ce qu'on va apprendre? À quelle sauce on va être mangé d'un point de vue cours? Quels sont les programmes qu'on peut suivre et quels sont les cours qu'on va avoir? Alors en septembre, ça dépend si vous rentrez en première année, c'est-à-dire juste en sortant du bac, ou si vous avez déjà validé une première année, que vous avez candidaté pour rentrer directement en deuxième année. Et forcément, ça ne va pas du tout être la même chose. La première année, elle est très opérationnelle. Vous vous rappelez, vous avez fait un stage en troisième, en seconde, vous observiez, vous regardiez pendant une semaine ce qui se passait. Pas le droit de faire grand-chose, mis à part des photocopies Mis à part peut-être. s'ennuyer parfois aussi. Voilà. Qui a fait un stage de troisième intéressant ici? Levez la main, genre qu'ils ont vraiment aimé. Ça va. Et qui a fait un stage de troisième vraiment pourri? Ok. Ah bah plus de stages intéressants. Voilà. Plus de stages intéressants. Alors vous êtes tombé dans de bonnes entreprises. On a en fait à la fin de la première année un stage qui doit être un stage vraiment de 8 semaines où vous travaillez. Pour arriver à le faire, en fait, ça veut dire qu'il faut que vous soyez opérationnel. Donc cette première année, elle se veut vraiment opérationnelle pour vous permettre de développer des compétences. Vous allez apprendre des métiers des compétences en termes gestionnaires. On est une école de management, donc un peu de compta, un peu de finance, un peu de ressources humaines, de marketing. Je dirais que ça, c'est assez classique. Et puis, il va y avoir également tout un savoir-être, un savoir-faire, savoir se positionner, savoir communiquer à l'écrit, à l'oral, connaître ses atouts, ses faiblesses, pour pouvoir être capable d'utiliser ses atouts et de faire également de ses faiblesses des forces, en tout cas ne pas se laisser manipuler par ses propres faiblesses, donc se connaître soi-même, et ça va faire partie de cours qui vont être proposés à nos étudiants. Et puis des cours de langue, parce que ça a été dit précédemment sur l'intervenant précédent, on ne vit pas dans un monde juste dans sa petite bulle soi-même et on a besoin de se tourner vers l'autre. Si vous rentrez chez nous en deuxième année, là, vous allez rentrer dans un sujet qui va être autre, qui va être un peu de prise de hauteur, de la géopolitique, de l'éthique, et tout ça enseigné en anglais. Parce que
on veut que vous ayez cette connaissance du monde international, être capable de travailler avec les autres. Et vous accueillez d'ailleurs des étudiants internationaux. Et vous allez commencer à toucher un petit peu l'interculturalité et la difficulté de communiquer avec l'autre. Et ça, l'objectif, en fait, c'est d'amener nos étudiants, en fait, en troisième année, à partir à l'international et puis à être, eux, à l'international. Sur la deuxième année, la spécificité, c'est aussi un semestre qui va être assez technique. On est dans un groupe d'écoles d'ingénieurs, on ne va pas faire de vous des ingénieurs. En revanche, on se dit que être capable de travailler sur des projets avec des ingénieurs, de comprendre leurs contraintes, venir avec les nôtres en tant que gestionnaire, en tant que responsable dans le développement durable, tout ce qui est RSE, c'est important et il faut être capable de comprendre leurs contraintes d'ingénieur pour être capable de les intégrer. Et si chacun parle avec son jargon sans être capable de communiquer avec l'autre et sans comprendre en fait ce que l'autre veut dire, ça pose problème. Et donc on va avoir également des cours de programmation, comprendre les contraintes, comprendre ce que va nous dire l'ingénieur en face et être capable ensuite de l'intégrer, ça fait partie des forces du programme et de notre école en général. Bon bah c'est hyper intéressant. Moi, il y a quelque chose qui me questionne et sachez qu'on a Imen qui a une question pour vous tout à l'heure. Mais avant ça, vous avez un peu parlé du domaine du numérique. Oui. Alors ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on connaît du numérique? Bon, on entend beaucoup parler. Big data, c'est des mots qui vous parlent. Big data, marketing digital, etc. Moi, j'ai besoin de concret. Par exemple, est-ce que demain, un jeune homme comme, rappelle-moi ton prénom, comme Morgane, est-ce que demain, Morgane, il pourra être, par exemple, en charge d'opérations sur TikTok, à gérer des stratégies avec des influenceurs? Est-ce que c'est un type de métier qu'il peut faire? C'est quoi un peu la variété? Parce que le numérique, c'est vrai que on voit beaucoup TikTok, les réseaux sociaux, mais il y a plus de choses que ça. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas faire de la communication sans passer par les réseaux sociaux. Et donc, il y a une maîtrise spécifique des réseaux sociaux, mais je dirais que le digital, en fait, ça va au-delà de ça. Et en fait, c'est tellement vaste et varié que ce au-delà de ça, c'est fait partie en fait de la dynamique qu'on va laisser, je dirais, libre à nos étudiants. Nos étudiants en première année se forment sur ce qu'on appelle le business project, où on va en fait leur apprendre à monter un projet avec ses contraintes, et puis en fait ils choisissent une thématique. En deuxième année, ils prennent un petit peu de hauteur, on va leur dire ah là, tu as appris en fait comment faire, maintenant on va vouloir que tu fasses, et c'est ce qu'on appelle le projet personnel, mais c'est juste la continuation. Et plutôt que d'être en groupe, ils vont être pour le coup seuls. Et là, en fait, c'est le moment où ils deviennent maîtres de leur formation. Alors ils sont bien évidemment extrêmement suivis, c'est plus de 100 heures de travail, c'est un encadrement, enfin, on les laisse pas libres dans la nature, mais on a un certain nombre d'étudiants qui vont dire, en fait, moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est d'aller gérer des campagnes et des stratégies sur TikTok, sur LinkedIn, sur Facebook, peu importe en fait les médias, et on a des étudiants qui vont aller chercher en fait à décrypter. Et alors quand je dis qu'ils vont chercher, c'est qu'ils décryptent vraiment les algorithmes sous-jacents à ces systèmes de réseaux sociaux. Et ça, en fait, ce n'est qu'un exemple de ce que font nos étudiants. Et quand je dis qu'ils le font en deuxième année. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous devez être aujourd'hui en terminale, vous allez passer votre bac, dites-vous que c'est ce que vous ferez en fait dans 15 mois. Et finalement, ça peut être assez effrayant de se dire, non mais moi, dans 15 mois, je ne suis pas du tout capable en fait. Enfin, voilà, j'ai 16, 17, 18 ans, je m'en sens pas capable. En fait, ce que nous, on vous apporte, c'est de vous démontrer que, bien sûr que si, vous en êtes capable. Et on est là pour vous accompagner à développer votre propre potentiel et à être maître de votre propre carrière. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, on va avoir en fait toute une base qui va être assez commune. Et on va avoir notamment, quand on parle des réseaux sociaux, on parle entre autres de marketing digital. Donc, on va avoir ces cours qui vont être communs et une base qui est ferme et commune à tout le monde. Et ensuite, une expertise pour déjà tracer sa carrière qui, ça, par contre, va être propre et qu'on laisse à la liberté des étudiants sous encadrement, bien évidemment, l'objectif étant pas de faire n'importe quoi. D'ailleurs, on parle de TikTok. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent le TikToker qui s'appelle Hamza SDT, celui qui avait des verres d'eau, il mettait de l'eau et maintenant il raconte des histoires qui se passent aux États-Unis. Bon voilà, si vous connaissez, il sera là tout à l'heure pendant le goûter. Normalement, il va venir faire un petit coucou. Voilà, c'est des petites. On met des petites surprises comme ça. On m'appelle Kinder dans le milieu pour les surprises. Voilà. Je vous avais prévenu pour les blagues nulles. Hein. Merci.
Euh, Merci de rigoler, ça me pousse toujours à faire des blagues de plus en plus nulles. Petite question, redevenons sérieux, autour des spécialisations. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme grande spécialité? À partir de quelle année on spécialise? Comment ça fonctionne un petit peu? La première année et la deuxième année sont des années qui sont générales, hormis cette notion de projet personnel où l'étudiant commence déjà en fait à se spécialiser. Alors, en sortie de bac, la première année, le business project, généralement c'est un travail de groupe, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire et hormis certains étudiants qui vont vraiment avoir une idée, les autres se laissent porter par le groupe et aboutissent à une spécialisation, à une spécificité. C'est même pas encore une spécialisation, c'est juste un approfondissement de certaines compétences. Dès la deuxième année, avec ce projet personnel, déjà, vous allez vous professionnaliser et commencer à vous spécialiser. Mais la vraie, finalement, spécialisation, elle se passe en troisième année. La troisième année, en fait, nous, elle est ce qu'on va appeler hors campus, c'est-à-dire un semestre à l'international et un semestre qui va se passer en entreprise. Et cet international, il se choisit en fonction des destinations sur lesquelles vous voulez vous rendre. Alors effectivement, certains étudiants veulent partir en Argentine, en Uruguay, à Miami, en Espagne, à Dublin, Taïwan, la Corée. Enfin, voilà, on va avoir également la Lettonie et la Pologne, avec quelques interrogations pour la rentrée, je dois le dire. Mais au-delà de la destination et de l'exotisme de la destination, la question c'est qu'est-ce que je veux faire? On a des partenariats privilégiés qui sont négociés avec ces établissements internationaux et certains vont être spécialisés plutôt sur le marketing digital, certains plutôt sur une dynamique de recherche, certains plutôt sur une dynamique d'ingénierie. Et là, en fait, vous commencez à avoir votre spécialité. Et cette spécialité, elle se termine finalement par ce stage où, bien évidemment, on accompagne nos étudiants pour qu'ils trouvent un stage dans la spécialité qui est en train de se dessiner et pour laquelle ils manifestent une appétence. Un mot, bah du coup j'ai failli perdre mon mot, mais je l'ai retrouvé puisque je viens de faire preuve de ce qu'on appelle un soft skill, la capacité à rebondir, à faire semblant de savoir ce que je vais dire sans le savoir. On en a parlé un petit peu tout à l'heure dans une autre conférence, mais vous aussi c'est un point où vous mettez l'accent. Maintenant vous êtes tous des experts de soft skill, tenez on va faire une interro si jamais le son marche bien. C'est quoi déjà un soft skill? C'est vrai? Soft skill? De faire semblant de savoir qu'on va dire sans savoir ce qu'on va dire. C'est un exemple, c'est vrai. Si on traduit, bah tiens ça, il paraît que vous parlez bien anglais, c'est à dire quoi soft skill? Elle regarde son camarade, non non c'est pour toi. Non, non, bah, c'est des compétences. Traduction littérale c'est genre? Bah, c'est doux, Des mais compétences. ouais, compétences douces. Et donc, ça va par exemple comprendre son équipe, comprendre le comportement, analyser, etc. Je pense que ça fait partie des soft skills. Exactement. En entreprise, on a ce qu'on appelle les hard skills. Quand vous allez, par exemple, faire une école de commerce, si vous décidez de faire de la comptabilité, je ne sais pas si vous proposez un peu de compta, il y a de la compta. J'ai une amie qui fait de la comptabilité de manière professionnelle, c'est quelque chose. Mais il y a des gens qui adorent ça, et peut-être que vous allez adorer la comptabilité. Bon, bah voilà, faut faire son bilan comptable, il y a des compétences à connaître, etc. Quand vous êtes en cours de maths et qu'on vous demande de faire une dérivée, on se rappelle tous des dérivés, ça va. Bah, quand on fait une dérivée, ça c'est un hard skill. Et à côté de ça, il y a des soft skills, des compétences plus douces. Savoir prendre la parole dans une réunion sans avoir peur et reprendre son souffle de manière bizarre. Savoir effectivement, comme tu le disais, manager une réunion, faire que les gens ils adhèrent au projet sans que tout le monde ait envie de dire ouais celui-là il est chiant en réunion, ça dure toujours trop longtemps, etc. Donc tout ça, c'est ces fameuses compétences douces. Et ça, vous aussi, vous mettez l'accent dedans. Comment vous faites pour former aux compétences douces? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà eu, par exemple, en cours, on a des cours de français, on a des cours d'histoire, nanana, mais on n'a pas un cours genre de bien parler. Ça n'existe pas. On n'a pas un cours de se faire des amis. Ça n'existe pas. Alors que se faire des amis, ou en tout cas être sociable et réussir à faire que les gens en face de nous, ils aient envie d'adhérer à notre propos, ça c'est un soft skill. Comment vous, du coup, vous les formez à ces soft skills? Alors en fait, finalement, vous avez une ébauche, mais une ébauche, je dirais, au niveau du lycée qui est très mauvaise. On vous invite à passer au tableau et à participer et à présenter. Et généralement, en fait, vous allez avoir des retours qui vont être des retours sur la partie hard, en fait, le contenu de ce que vous avez dit. Rarement, vous avez un retour qui va porter sur la façon dont vous-même, vous vous êtes présenté. Le fait, typiquement, si je me mets devant vous, et c'est très bête, hein, mais si je me mets devant vous et que je suis en train de me dandiner comme ça, très rapidement, en fait, ça va devenir agaçant. Et ce côté agaçant fait que vous allez perdre le fil de ce que moi, je vais vous dire. Donc le fait de s'agiter dans tous les sens, le fait d'avoir la jambe qui sautille comme ça,
Alors par contre, vous m'empêcherez pas de parler avec les mains, je suis désolée, ça c'est le côté du sud méditerranéen, ça, voilà. Je suis pareil. Là, je peux pas. Non, non, je vous vois, vous coincez votre bras pour éviter. Moi, là, j'y Non, arrive parce pas. qu'elles ont envie d'être comme ça, même en vous écoutant. Mais... Je me tairais sinon. Donc effectivement, déjà, en fait, à chaque fois que vous aurez une présentation, on va faire l'effort de distinguer la forme et le fond. Là, moi, je suis en train de préparer mes étudiants, donc c'est pas ceux-là, c'est ceux de l'année supérieure. Je les prépare au concours et j'ai toute une partie de mon discours qui porte sur la forme et sur le fond. Et on ne peut pas dissocier les deux, en fait. Vous pouvez avoir les plus beaux projets, les plus belles ambitions. Si derrière, vous n'êtes pas capable de vendre votre projet, finalement, ça ou rien, bah, c'est pareil. Donc, on va avoir des cours qui vont être dédiés à comment est-ce que je m'exprime à l'oral, comment est-ce que je m'exprime à l'écrit, comment est-ce que je me positionne. On va avoir, en fait, un test qui est basé sur des couleurs qui va vous permettre de comprendre et de déchiffrer vos qualités, j'en ai parlé tout à l'heure, vos faiblesses, mais également les qualités et les atouts des autres. L'objectif n'étant pas de dire toi, je connais tes faiblesses et je sais comment je vais t'écraser, mais plutôt toi, je connais tes qualités et je sais comment en fait je vais t'aider à te développer. Parce que finalement, un bon collaborateur, c'est un collaborateur que les autres ont envie d'embaucher. Et donc, si vous avez en fait su développer votre collaborateur, il est capable de s'épanouir, il est capable d'être encore plus performant. Et c'est là en fait que la question des ressources humaines va se poser, de savoir comment est-ce que je le retiens. Donc, on va avoir en fait des cours qui sont multiples et variés, et certains cours qui sont proprement dédiés aux soft skills. Mais finalement, les soft skills, elles sont enseignées dans tous les modules parce que ça va être un prétexte à chaque fois pour aller interpeller les étudiants sur leur comportement et sur leur façon d'être. Et vraiment, c'est vraiment un critère à la fois de comment je gagne un contrat ou comment est-ce que je défends mes idées, mais c'est un critère également de légitimité et d'épanouissement. Parce que je pense que c'est extrêmement compliqué, quand on sait qu'on a la meilleure idée du monde, de ne pas être capable de le défendre. Et la difficulté, finalement, c'est que quand vous sortez du lycée, vous allez, grosso modo, l'année où vous sortez du lycée, vous êtes à plus ou moins 18 ans, vous devenez grand, vous devenez adulte, vous devenez majeur, vous basculez dans l'enseignement supérieur. Et c'est vraiment ça, on se sent adulte. Et moi, j'ai l'habitude de dire que vous êtes presque adulte, mais pas tout à fait. Et il est important de vous donner les atouts, en fait, pour vous permettre de finir ce pas tout à fait et de le finir joliment. Et c'est pas moi qui vais le finir. Moi, je donne juste les outils à mes étudiants pour que eux-mêmes, en fait, soient capables de grandir et de se terminer, en fait, joliment. Un petit mot sur la vie associative et la vie étudiante. Et là, du coup, je vais voir les étudiants comme ils sont là, ils sont à côté. Ils sont sages, hein, pour des étudiants. Vous êtes déjà venus sur cette péniche Concorde Atlantique? D'accord. Parce que normalement, les Non, mais étudiants, ils sont sages, ils savent que sinon, en fait, au jury des études, ça Ah se bah passe- voilà, Non, ça- je plaisante, hein. Bien sûr, heureusement que c'est dissocié. Ouais, il faut. Ah bah voilà, nickel, si vous récupérez le micro. Bah présentez-vous en quelques mots, le prénom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale Liban, et puis racontez-nous en quelle année vous êtes. Ok, bah alors moi c'est Maya. Je suis en deuxième année, donc Institut Mines-Técom Business School, en bachelor management et nouvelles technologies. Et bah, du coup, pour les associations, on a une vie associative très présente sur le campus. C'est vrai que donc il y a les études, mais il y a aussi tout ce qui est activités extrascolaires. Donc, on nous apprend plein de choses. On a plus de 60 associations. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements sportifs au sein de l'école parce qu'on a du coup l'ASINT, qui est le bureau des sports, qui est vraiment présent. Et il y a toujours des compétitions inter-écoles ou même au sein de l'école. Donc franchement, c'est top, on ne peut pas s'ennuyer. Pour ceux qui dorment même sur le campus, du coup, tous les soirs, tous les jours, il y a des créneaux avec des activités à faire. Donc vous ne pourrez jamais vous ennuyer dans notre école. Ok, alors moi c'est Mitoun, je m'appelle Mitou. Je suis en deuxième année de bachelor également, donc dans sa filière. Si on n'aime pas le sport, on a d'autres associations. Donc comme on l'a dit, on a plus de 60 associations sur le campus. Donc on a notamment des associations artistiques aussi. Peinture, photographie, des choses du multimédia comme apprendre à faire du DJ, de l'animation. Ouais. Tu fais ça toi? Non, je fais pas Ah ok. ça, moi. Parce que là j'allais sortir les platines, il y a des trucs derrière là, on allait faire une ambiance, hein. Tu allais prendre la place de la personne qui gère le son en haut. Donc, on a aussi des associations professionnalisantes. Donc, c'est des associations qui vont vous apprendre un petit peu à comment travailler un petit peu comme dans une entreprise. Donc, ça va être des associations comme Promo de Tel pour la promotion de l'école.
comme la promotion de l'école ou encore, je sais pas, forum des télécommunications qui organisent des forums. Encore Sprint qui est l'intermédiaire entre les étudiants et les entreprises Oui, mais il y a en plus général. d'associations que d'étudiants. Non, je rigole, mais il y a des associations et on se dit, bon, bah, les associations, voilà, c'est un peu la fête, nan, nan, etc. Enfin, où c'est que Pas ça, que. bon, on voit qu'il n'y a pas que la fête. Non, mais surtout, vous parliez des soft skills. Les assos, c'est un bon moyen de choper des soft skills. Quand on s'investit dans une association, on va clairement aller le développer au quotidien pour quelque chose qui nous tient à cœur, en plus, qui est sa passion. Je vais quand même, par rapport au pouvoir et à la force de nos associations, donner quelques exemples. Quand on parlait de l'ASINT et de l'association sportive, l'Open IMT, c'est le plus grand tournoi universitaire de tennis en France. Et ça se tient généralement au mois de mai sur notre campus. C'est nous qui l'organisons. Quand on parle des entreprises à dimension professionnelle, le plus grand forum de télécommunications de France, qui est également reconnu à l'international, puisqu'on a beaucoup de partenaires internationaux qui viennent, c'est une association étudiante de l'école qui l'organise. Quand on parle de Sprint, c'est la junior entreprise. Ça veut dire qu'en fait, on va chercher des contrats pour des entreprises, on répond à leurs problématiques avec un vrai contrat et on se fait payer pour ça. Et derrière, en fait, on est finalement une entreprise. Et tout ça, ça permet en fait de le faire. Donc nous, on n'a pas de regard dessus. Par contre, on n'a pas de regard, ça veut dire que c'est géré par les étudiants. En revanche, lorsqu'ils ont besoin d'un appui, lorsqu'ils ont besoin d'un conseil, plutôt que d'aller payer un cabinet d'audit, en fait, ils viennent voir leurs enseignants et on est là en fait pour les épauler et leur donner les conseils dès lors qu'ils en ont besoin et qu'ils viennent les chercher. J'avais quelques questions. D'abord, où se trouve le campus? Une deuxième question, comment rentre-t-on dans l'école post-bac, après bac? Et puis une troisième question, je trouve que le concept de mélanger l'école de commerce avec l'école d'ingénieur est très intéressante. Comment a été reconnue l'école à l'international au niveau des entreprises, que ce soit entreprises françaises comme les entreprises internationales? Et puis une dernière question, quel est le coût de la scolarité? C'est un peu plus terre à terre, mais ça peut m'intéresser également. Alors, ça fait 4 questions, je vais essayer de ne pas en oublier. Rappelez-moi si j'en oublie. Alors, la première, c'est le campus. Le campus. Le campus se trouve à Évry. Donc, Évry, c'est en Île-de-France. Ça rejoint Paris en 20 minutes. Et ça permet, en fait, derrière, d'aller chercher des entreprises qui sont des entreprises parisiennes, tout en ayant la place pour le campus. C'est initialement un campus qui a été créé, en fait, Institut Mintelecom Business School. C'est initialement l'Institut national des télécommunications qui avait été créé par l'ancêtre d'Orange pour former ses managers. Donc, c'est un campus qui a été en dehors de Paris au moment de la création d'Évry-Ville-Nouvelle. Et comment on y accède? On y accède tout simplement via Parcoursup. Il faut sélectionner Institut Mintelecom Business School et on aura le bachelor Management et Nouvelles Technologies. Au niveau de ce dossier, vous allez fournir vos notes de français, les notes d'anglais, alors pas les vôtres, je suppose que c'est pour votre fils, les notes d'anglais, les notes de français et d'une spécialité au choix. À partir de là, cette étape qu'on appelle l'étape d'admissibilité, pour nous, elle vise juste en fait, alors il y a tous vos bulletins, on va regarder vos notes, on va regarder les appréciations, et elle vise juste en fait à exclure ce qu'on appelle les profils inappropriés. Un étudiant qui, effectivement, on ne va pas faire une sélection, je dirais, l'étudiant qui a d'excellentes notes, parce qu'on sait très bien que certains lycées surnotent et d'autres lycées sous-notent. Là, l'objectif, c'est vraiment juste d'éliminer les candidatures inappropriées. La première intervention, tout à l'heure, parlait de l'entretien de motivation. Cet entretien de motivation, il a pour, donc, à l'issue de la partie dossier, entretien de motivation qui se tient pendant les vacances de Pâques. Et il a pour but d'évaluer, en fait, votre adéquation avec nos valeurs. Est-ce qu'on sera fier que vous puissiez porter les valeurs de notre école lorsque vous serez diplômé sur le marché du travail? Autrement dit, est-ce que vous allez vous épanouir sur notre campus pendant les prochaines années? Et cette dimension, cette adéquation, elle est extrêmement importante. J'ai l'habitude de dire que finalement, un entretien de motivation, et c'est valable là pour vos candidatures, mais ça sera valable également plus tard pour vos candidatures professionnelles, ça n'est rien d'autre qu'un entretien amoureux. On n'est pas là pour plaire à l'autre et se dévoyer. On est là pour se présenter tel que l'on est et juste savoir en fait si vos valeurs, vos priorités, vos envies, vos ambitions sont en adéquation avec les nôtres.
et tout simplement si ça va matcher entre nous. Donc on vous demande Donc, c'est vraiment un de vous- date, quoi. C'est un date. Moi, voilà, c'est un rendez-vous amoureux. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. Alors, par contre, voilà, généralement, après, on choisit quelqu'un pour la vie. Là, vous ne choisissez que pour quelques années, j'avoue, quand Ouais, même. mais ça va quand même transformer la vie, hein. C'était Ah, notre teaser du début, ça va c'est changer l'objectif. les 40 à 50. Moi, j'entends parler de 60 ans de travail. Non, bon, peut-être pas, mais ça va changer les nombreuses années de travail qu'on va avoir derrière. 60, ça serait long, quand même. Et puis, il va y avoir également une partie qui est sur un entretien d'anglais. C'est une base de 4 photos. En fait, l'étudiant choisit une photo. Ces 4 photos portent sur des thèmes que vous avez abordés au lycée. C'est forcément des thèmes que vous connaissez, sur lesquels vous avez du vocabulaire. Et finalement, voilà, pendant 10 minutes, vous allez présenter et parler autour de cette image. Et puis après, un petit peu de questions-réponses pour arriver à évaluer votre niveau d'anglais. Donc, du niveau scolaire, du niveau académique, de l'évaluation de valeur, en fait, et simplement le fait que ça matche entre vous et nous, et puis de l'anglais. Ce que l'on cherche, nous, c'est pas à développer quelqu'un qui sait déjà tout. Il est normal à 16, 17, 18 ans, quand on candidate en sortie de bac, qu'on ne sache pas tout. Et heureusement, le candidat qui me dit « moi je sais tout », je m'inquiète très fortement en fait sur sa perception du monde. En revanche, moi ce qui m'intéresse, c'est des gens en devenir. Des gens en fait qu'on va pouvoir accompagner dans leur construction. Je ne vais pas les construire en fait, c'est pas moi qui vais les construire. Je vais les accompagner dans leur propre construction. Et donc ça, c'est pour moi un élément qui est extrêmement important. Au niveau du coût de l'école est à 6 850 € par an, donc sur 3 ans, avec la dimension internationale qui ne demande pas en fait de surprix. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'étudiant, s'il est chez nous et qui ne souhaite pas dormir, enfin que vous n'êtes pas logé chez vos parents, que vous habitez en province, vous logez chez nous et ça va avoir un coût. Quand vous partez à l'international, je dirais que c'est pareil. Cette dimension logement, billet d'avion, voilà, ça vous regarde. En revanche, le coût qui est lié au fait de vous inscrire dans une université partenaire est pris en charge par les frais de scolarité en fait sur les 3 années. Nous, en fait, on le lisse sur les 3 années. On est un établissement public, c'est aussi ce qui permet en fait de proposer ce tarif-là, parce que on n'a pas les mêmes ambitions ou les mêmes nécessités d'équilibre financier, puisque étant établissement public, on a en fait une grosse partie des études de nos étudiants qui est subventionnée. Le fait qu'on soit un établissement public, c'est lié à notre reconnaissance. On dépend du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Donc à ce titre, nos étudiants, en fait, lorsqu'ils sont diplômés, leur diplôme est visé par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Et on est également reconnu par le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation, puisque notre diplôme délivre un grade licence. Grade licence veut dire également, et là je vais commencer à devenir très compliqué pour les lycéens, ça veut dire également qu'on a une reconnaissance d'un niveau professionnel. Donc notre diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Le RNCP. RNCP. Yes, je l'ai. Voilà, pour un niveau 6, c'est l'équivalent, c'est ce qui correspond à une formation d'un niveau Bac plus 3. Donc tout ça, c'est des jargons qui veulent dire qu'on est reconnu à double titre par l'État, puisqu'on dépend du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. On est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisqu'on délivre le grade licence. Et au niveau professionnel, donc par tout ce qui est entreprise, etc., avec un RNCP niveau 6. Du coup, vous parliez de la reconnaissance à l'international, on n'a pas de souci de reconnaissance en national ou à l'international, puisqu'on délivre un diplôme d'État. Et cette reconnaissance, c'est un élément qui est extrêmement important, puisqu'effectivement, c'est ce qui fait que derrière, en fait, nos étudiants valident des crédits ECTS, et puis arrivent avec un diplôme qui est un diplôme national, qui est donc facilement traduisible et qui, en tout cas, a une équivalence. L'année dernière, j'ai fait en fait un courrier certifiant de ces reconnaissances pour un étudiant qui candidatait à Harvard. Voilà, ça pose aucun souci.